Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir, selon l'endroit où vous vous trouvez. Bienvenue dans l'émission Parcours de vie. Les droits du migrant est le thème de ce troisième numéro. Selon l'article 13, alinéa 3 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, toute personne a le droit de quitter tout pays, y compris le sien, et de revenir dans son pays. C'est ainsi que la migration est un droit de l'homme. Selon l'Organisation internationale pour les migrations ont toujours existé dans l'histoire des hommes. À cet effet, le migrant peut être défini comme une personne qui se déplace entre son pays et des pays étrangers ou qui rentre dans son pays depuis l'étranger. Au regard des flux migratoires aujourd'hui en Europe, en particulier en France, comment peut-on parler des droits des étrangers? Quelles sont les causes endogènes et exogènes de cette migration? Et comment les migrants sont-ils régularisés en France? Et quelles solutions pour une meilleure intégration des migrants? Pour une bonne compréhension de ce débat, notre mission se situe comme suit. Première partie, les causes endogènes et exogènes de la migration. La deuxième partie, nous verrons la régularisation des migrants en France. Et la troisième partie, l'intégration et l'insertion des migrants en France. Et pour débattre, nous avons sur ce plateau trois invités. Maître Alexis Ngounou, bonjour. Bonjour. Vous êtes docteur en droit, vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes aussi chargé de cours à l'Université de Paris 1, Panthéon-Sorbonne. C'est exact. Maître Téti Gévert, bonjour. Bonjour. Vous êtes également docteur en droit. Vous êtes avocat au barreau de Paris. Vous êtes aussi inscrit au barreau de Côte d'Ivoire, où vous avez exercé depuis de 2001 à 2005. Et je reçois aussi M. Robert Popa. Vous êtes président de l'Association internationale Culture sans frontières. Vous êtes aussi éducateur spécialisé et conseiller d'insertion professionnelle. C'est bien ça. OK. Alors, ma toute première question, c'est que la migration est un droit de l'homme. Alors, que dit exactement la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Maître, si vous pouvez commencer. Je vous remercie et effectivement, le thème que vous abordez aujourd'hui est fort intéressant. La migration, c'est un droit de l'homme. La migration, ça fait partie de ce qu'on pourrait considérer comme étant les droits fondamentaux même de l'humanité. Alors, je dois commencer par vous faire comprendre que, certes, il y a ce texte auquel vous avez fait allusion qui définit la migration, mais il n'y a pas une définition, à mon sens, juridique pure de ce qu'est la migration. Il n'y a pas une définition juridique qui viendrait en quelque sorte contraindre les États à bien vouloir mettre en application, parce que la Charte des Nations Unies, certes, c'est un texte international, mais cette charte n'a pas eu un pouvoir de coercition par rapport aux États qui s'engagent, je pourrais dire purement moralement, à le mettre en application. Donc, en l'absence de définition juridique, on pourrait considérer la migration comme étant la situation dans laquelle des personnes se déplacent d'un pays à un autre, des personnes quittent leur pays ou des personnes reviennent dans leur pays. Je pense qu'il est d'abord important, il est vraiment important de comprendre ce sens de migration parce que ce n'est pas toute personne qui quitte son pays ou qui quitte un lieu donné qui devrait être considérée comme un migrant. C'est une évidence, me direz-vous, parce que si je pars de la Côte d'Ivoire, j'arrive en France
pour un séjour d'1 mois dans l'intention de retourner dans mon pays, on ne saurait me considérer comme un migrant. Donc, pour que je sois pris et considéré comme un migrant, il faudrait que ce déplacement-là ne soit pas un déplacement très ponctuel. Il faudrait que ce soit un déplacement qui est mu par diverses intentions, mais qui surtout a vocation à durer. Alors, mais qu'est-ce qui conditionne réellement le mouvement d'un migrant? Alors, qu'est-ce qui conditionne le mouvement d'un migrant? Vous avez bien dit dans les propos introductifs, vous avez évoqué des causes endogènes et des causes exogènes. Je suis parfaitement d'accord avec vous sur cette catégorisation des causes. Bien malin qui pourrait aujourd'hui donner avec exhaustivité les raisons pour lesquelles les gens sont tentés de quitter leur pays, mais si je reprends cette catégorisation que vous avez bien voulu utiliser, je dirais que pour ce qui concerne les causes endogènes, et je veux bien préciser à vos téléspectateurs qui écoutent l'émission et qui peut-être ne comprendront pas concrètement ce qu'on entend par cause endogène, c'est qu'on ne parle pas de cause endogène, toutes les situations qui sont liées sur le plan purement interne. Donc ça peut être interne par rapport au pays, ça peut être interne par rapport à l'individu. Si je prends les causes endogènes, ce qui peut pousser une personne à quitter son pays, on pourrait regarder la situation économique du pays. On sait très bien que... Alors, on va y arriver. Voilà. Je vais me tourner vers Maître Titi. Dites-moi, Maître, nous savons que la migration est un droit de l'homme. Alors, pourquoi autant de frontières autour des pays riches pour limiter le mouvement de l'homme? Je vous remercie. Avant que la migration ne soit un droit juridique, c'est d'abord un droit naturel. Naturel parce que, comme vous le savez, l'Afrique est le berceau de l'humanité. Et ça veut dire que la première personne a apparu en Afrique. Donc, de l'Afrique, la personne, c'est-à-dire que l'être humain, a envahi toute la planète. C'est-à-dire que c'est un droit, c'est lié à la personne humaine. Dit maintenant que pourquoi il y a des frontières. Le problème se pose c'est récemment que le problème des frontières se sont posés. Parce que vous vous souvenez, lorsque les États-Unis avaient été découverts, les Européens y allaient parce que c'était un territoire qui était considéré comme un no man's land, c'est-à-dire qu'il n'y avait personne. Donc on y allait s'installer. Aujourd'hui, il n'y a plus un pays où il n'y a plus de territoires sauvages. C'est-à-dire que tous les territoires sont considérés comme des États souverains. Et les anciens pays colonisés, aujourd'hui, il y a, compte tenu de la scolarisation, il y a des intellectuels, des personnalités, des jeunes qui se forment et qui ont envie de voir autre chose. Surtout que les Européens nous brandissent leur richesse, leur bien-être. Donc chacun veut aller chercher un bien-être. Mais le paradoxe de ce que vous dites, c'est que ces jeunes qui veulent aller voir ailleurs sont aussi confrontés à un problème de visa, un problème de placement, de frontières. Alors comment peut-on résoudre ce problème? Justement, c'est ce que le confrère, c'est de cela que le confrère parlait tout à l'heure, puisque il y a le problème économique, ça ne se pose pas seulement dans les pays qu'on appelle pauvres, mais il y a les pays, qu'on appelle les pays nantis, les pays riches, veulent protéger leurs biens, veulent protéger leur population, parce que ceux qui arrivent sont considérés comme venant prendre le travail des autres. Par conséquent, c'est la raison qui milite dans le sens de la protection de ces pays. Le fait même de dire que ces pays veulent protéger leurs biens, est-ce que cela ne va pas contre même la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948? Il y a la Déclaration des droits de l'homme de 1948 et il y a la réalité sur le terrain. Ça c'est clair. Chacun doit le savoir. Il y a les déclarations, les lois, on fait les lois chaque jour. En France, il y a au moins 15 000 lois qui sortent par semaine ou par mois. Mais il y a ces lois et il y a la réalité sur le terrain. Donc,
la loi, chaque individu est protégé par la Déclaration universelle des droits de l'homme. Mais il faut, par rapport comment on appelle, à la population et à la politique qu'on mène dans ce pays, protéger parce qu'il y a la pression de la population parce que dans tout pays, il y a toujours des chômeurs, il y a toujours des indigents. Donc, ces personnes-là, il faut les protéger. Donc, c'est pour protéger ces personnes qu'on érige des frontières, c'est-à-dire les frontières virtuelles, où, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on limite la délivrance des visas à des gens qui vont rentrer dans certains pays. Ouais, c'est une politique qui est menée délibérément. Alors, monsieur Fopa veut dire quelque chose. Oui, non, mais je prends derrière Maître qui vient de dire quelque chose d'essentiel. Il a parlé de quelque chose d'intérêt, les intérêts. Je suis forcé de me poser la question, en tant qu'éducateur spécialisé, président de l'Association internationale Culture sans frontières, de me poser la question de ceux-là même qui avaient fait cette déclaration universelle des droits de l'homme. Est-ce que ce n'était pas pour protéger leurs propres intérêts qu'ils ont fait ça? Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Maître vient de dire quelque chose, mettre l'accent sur la chose essentielle. Les intérêts des nations, les intérêts même des pays même où les jeunes partent. Il y a quelque chose d'intérêt. Donc, dont le droit de l'homme est bafoué comme ça, n'est-ce pas, d'un revers de main, pour des raisons d'intérêt. Donc il y a une question d'intérêt qui rentre en ligne de compte. Donc l'homme n'est plus pris, n'est-ce pas, dans sa dimension humaine. Si on veut même, indépendamment de ce que les avocats ont dit par rapport à la notion du fait que l'homme, tout le monde est né égaux, donc libre de circulation. Mais si on reprend la chose sur le plan de la croyance, nous sommes tous, autant qu'on est, blanc, noir, rouge, jaune, le don de Dieu. Et si on se réfère à ça, il nous a créés bons. Et comment pense-t-il que lui-même qui est là-haut, l'homme arrive, il établit des frontières? C'est parole évangélique. Ces Français ne pensent pas comme vous. Peu importe, n'empêche quand même qu'ils soient français, chinois et autres, on est tous fils d'une même personne, qu'on le dise comment on appelle, en chinois ou en wolof ou en bamileke. Maître Ngonou, vous partagez cet avis? Écoutez, c'est un avis, comme vous l'avez fait remarquer, qui a une connotation humaine, religieuse ou évangélique. Je comprends, mais je suis en même temps, comme vous l'avez fait remarquer, un homme de loi et par conséquent, je suis amené à me fier sur ce qui est réalité aussi bien juridique que réalité concrète, ce que vivent les populations. Je vais rebondir sur ce que vous avez dit. Je reprends encore ce que j'ai commencé par mentionner. On parle de la Charte des Nations Unies. Je dis encore une fois, on n'est pas en présence d'un texte qui a une vocation contraignante. C'est une espèce de catalogue de bonnes intentions. Aucune personne ne pourrait aller devant la juridiction invoquer la Charte des Nations Unies comme étant un droit auquel il peut se prévaloir et obtenir gain de cause. Certes, vous pouvez le faire, mais ça ne fonde pas une décision de justice. Ça ne constitue pas les arguments purement juridiques dont on peut se prévaloir pour pouvoir obtenir quelque chose, une décision, obtenir des avantages ou des statuts. Je reviens encore sur donc vous partagez cet avis de Je partage purement l'avis de mon confrère. Je partage cet avis. Il dit que cette déclaration, elle est faite pour protéger les biens des plus riches. Non. Vu sous cet angle-là, je dirais, je ne partage pas l'avis parce que la déclaration des Nations Unies n'a pas été, certes, on peut revenir sur l'histoire pour comprendre que ça a été voté à une époque où on était sous le joug de la domination des plus riches et que même aujourd'hui, on peut toujours en discuter. Cette domination existe toujours. Et sous cet angle-là, ceux qui disent que c'est un texte qui nous a été imposé par les puissants, je dirais, si on va dans ce sens, tous les textes nous seront imposés par les puissants, tous les textes internationaux, si vous voulez. Donc, à un moment donné, moi, je considère que nous,
et encore une fois, je reviendrai là-dessus parce qu'il faut bien qu'on comprenne que quand on parle des migrations, il y a une espèce de, je dirais, il ne faut pas que l'on ait l'impression que ce sont les Africains qui migrent vers l'Europe ou qui migrent vers l'Occident. Donc, je reviendrai un petit peu là-dessus, parce que très souvent, y compris dans l'imaginaire collectif ici en Europe, quand on parle d'immigrés, migration, on voit les Africains qui viennent vers l'Europe. Il est bien entendu que des Européens aussi migrent vers l'Afrique pour des raisons économiques. On les appelle avec des noms divers, on va vous parler de coopérants, mais ça veut dire la même chose. Aujourd'hui, et je regardais encore récemment à la télévision un très bon reportage sur les Portugais qui se déplacent en masse en Angola aujourd'hui. Donc, on ne va pas me faire croire que ce sont ces pauvres Africains qui sont toujours tentés de venir en Europe pour chercher une meilleure situation. Donc, pour revenir et terminer sur ce point, que l'on considère que la Charte des Nations Unies ne peut pas trouver application parce que c'est un texte qui a été dicté pour protéger les intérêts des Européens, je dis c'est un avis, mais pour moi, je pense que cette charte n'est pas contraignante parce que déjà de par les dispositions qu'elle contient, dire à la base que les hommes naissent libres et égaux en droit, ça, c'est vrai, c'est de la justice, mais en réalité, est-ce qu'on peut réellement dire qu'une personne naît, que nous naissons tous libres et égaux? Je ne le pense pas. Monsieur Topao, sinon, maître, vous voulez dire quelque chose? Oui, je voudrais revenir sur la charte dont parle le confrère, parce que, effectivement, à la base, la charte des Nations Unies n'a pas un caractère contraignant. Mais aujourd'hui, les faits nous démontrent le contraire. Parce que lorsque le Conseil de sécurité décide, le Conseil de sécurité décide sur la base de la charte des Nations Unies pour faire la guerre dans les autres pays. Parce que quand il délibère sur la base de la charte pour faire la guerre, pour déclarer la guerre dans les autres pays. On envoie, comment on appelle, il y a maintenant... Vous voulez parler de la charte de la Déclaration universelle des droits de l'homme? Aussi bien, vous pouvez être plus ou moins explicite pour nos téléspectateurs? Aussi bien la Déclaration universelle des droits de l'homme que la charte, parce qu'il y a la charte qui fonde, comment on appelle, les Nations Unies. Donc, sur les deux bases, parce que le préambule de la charte des Nations Unies prend source dans les déclarations universelles des droits de l'homme. Donc, les deux sont en même temps, à peu près, ont la même origine à peu près. Est-ce qu'il n'y a pas une antinomie de s'appuyer sur cette charte pour déclarer une guerre dans un pays? L'antinomie, c'est comment on appelle, le paradoxe auquel nous assistons aujourd'hui, puisque les Nations Unies, après les deux premières guerres, a été faite pour que de telles atrocités ne se produisent plus. Donc, les Nations Unies ont été créées pour servir, disons, de table ou d'un endroit où les États viendraient s'expliquer et régler les problèmes. Aujourd'hui, compte tenu du développement des autres pays qui n'étaient pas hier, qui n'étaient pas des pays, et les pays qui étaient indépendants mais qui n'avaient pas de ressources suffisantes, qui n'étaient pas aussi puissants, ces pays-là aujourd'hui se lèvent, se développent. Il y a les pays qui hier étaient colonisés, aujourd'hui sont indépendants et qui ont une poussée véritable vers l'intelligentsia, le développement économique. Et les pays qu'on appelle aujourd'hui les nouveaux pays qui se développent comme la Chine, le Brésil, ces pays-là ont une puissance qui fait que aujourd'hui les pays fondateurs des Nations Unies, donc qui font partie du Conseil de sécurité, sont acculés. Ils sont obligés de prendre des décisions qui vont à la contre même de la Charte des Nations Unies. Dans ce cas, est-ce qu'on peut parler de dysfonctionnement au niveau de l'organisation même Mais c'est ce qui est toujours, c'est ce qui est relevé. Les gens n'arrêtent pas de parler de la déviation des Nations Unies aujourd'hui, puisque vous constatez que les Nations Unies ont aujourd'hui une armée
qu'on envoie sur les terrains, qu'on appelle, sur les champs de bataille, qui, s'ils ne prennent pas directement parti, mais en sous-main, aident des partis qui sont soutenus, c'est ce que, bon, je suis obligé de le dire pour le Congrès, qui sont obligés de soutenir les États qui ne sont pas soutenus par les puissances. Vous voyez? Monsieur Topa, vous avez très peu parlé. Alors, dites-nous quelque chose. Alors, justement, il faut bien qu'on soit clair. Ma présence sur ce plateau, justement, c'est d'inviter les téléspectatrices et téléspectateurs sur deux choses. L'engagement et le militantisme. Parce que tout ce qui est dit par les avocats, je souscris, mais les dérives que vous dites, le paradoxe que vous dénoncez, il suffit qu'un chef d'État arrive dans son pays et prend une décision, prend une loi pour dire je ne veux plus X, je ne veux plus X, Y, je ne veux plus tel pays qui vienne. Prenons le cas de la France. 1974, Giscard d'Estaing arrive au pouvoir, il prend la décision de fermer les frontières. Il faut les visas pour entrer en France. D'accord ? Il en est de même pour d'autres pays. Parlons justement le cas de la France. Depuis quand Giscard d'Estaing avait pris la décision en 1974 de fermer les frontières, qu'on rentrait ici avec visa, qu'est-ce qui s'est passé par la suite? Chaque jour, il n'y a que des circulaires. Chaque président qui arrive prend une circulaire. Reste la loi de Giscard d'Estaing en 1974 qui ferme les frontières, qu'on rentrait ici avec visa. Imaginez-vous qu'un pays laisse ses frontières comme ça, sans protection. Attendez, une seconde. Oui. Nous venons de dire tout à l'heure qu'il y a la Déclaration universelle des droits de l'homme, et tout ce qui s'ensuit. On doit circuler librement, sans protection, sans contrôler ceux qui rentrent, ceux qui sortent. Pourquoi ne devrons-nous pas nous organiser pour faire en sorte que chacun puisse avoir l'autonomie de pouvoir gérer son territoire et faire en sorte qu'il y ait des échanges entre les uns et les autres, qu'on n'ait pas besoin de mettre les frontières et qu'on puisse, on dirait dans une, on dirait qu'on est dans une société, on dirait qu'on est dans une société, Maître Alexis n'est-ce pas? Si on est dans une société humaine, vous ne semblez pas partager cet avis. Si tant est que la Déclaration universelle des droits de l'homme, ça fait, vous le dites, on est nés égaux, libres de circulation, n'est-ce pas? Attendez, si j'ai fait référence, n'est-ce pas, à ce que nous sommes, le don de Dieu, c'est justement qu'il a dit, allez, multipliez-vous, aimez-vous les uns les autres. Beaucoup ne comprennent pas ce message, ils ne sont pas tous chrétiens. Alors, est-ce que ce n'est pas de notre devoir, nous, pour arriver à sensibiliser, à mobiliser, à amener tout le monde à s'inscrire dans cette dynamique de l'humanité? Quand vous parlez de nous, vous parlez de qui? Je parle de moi, de vous, des avocats, de tout le monde, y compris même ces chefs d'État qui prennent des décisions de fermer les frontières aux uns et aux autres pour des raisons d'intérêt, je dis. Il y a aussi des problèmes de sécurité. D'accord, on est d'accord pour question. Non, mais je n'ignore pas les problèmes de sécurité. Mais je dis tout simplement, si on peut s'asseoir autour d'une table et se parler, on peut s'organiser, chacun a son autonomie d'organiser sa sécurité et on échange. Mais chacun va se reprocher. Je vois l'impatience de Maître Alexis Ngonou. Oui, je vous avais constaté que je brûlais d'impatience parce que, effectivement, aussi, je me réfère aux propos introductifs de M. Fopa qui a dit qu'on s'adresse à des téléspectateurs et j'aimerais effectivement que ces téléspectateurs puissent comprendre qu'on n'est pas dans un monde utopique. Aujourd'hui, on est obligé de faire face à la réalité. Un pays sans limitation de frontières, un pays qui ne protège pas l'accès sur son territoire, il n'en existe pratiquement plus pas. Et je pense que plus le temps passera, plus la protection des frontières deviendra une absolue nécessité. Je le dis pourquoi? Parce que oui, on peut bien invoquer tout ce qui est lié à l'humanité, mais nous sommes obligés de nous rendre à l'évidence. Cette évidence, c'est que le monde évolue. Si Giscard n'avait pas créé le visa en 1974, quelqu'un d'autre l'aurait fait après lui. Et si vous regardez, M. Fopa, vous êtes bien placé pour le savoir, l'évolution de la situation politique en France, vous constaterez que
plus les années passent, plus il y a un durcissement de la situation des étrangers. Et ce durcissement-là se ressent déjà au niveau de la délivrance des visas, qui est le premier point, le premier passage même, la première relation que l'étranger commence à avoir avec la France depuis son pays. Mais constatez... ce que vous ne dites pas, c'est qu'en 1974, nous savons pourquoi jusqu'à imposer le visa. Parce que la France, économiquement, commence à tousser. Donc, il fallait revoir la politique française ou migratoire pour pouvoir filtrer, sélectionner. On a même vu un président qui parle de migration choisie, ne serait-ce que pour permettre à ce pays de... Voilà, voici les raisons pour lesquels le visa a été imposé en 1974. Donc ce n'est pas seulement un problème sécuritaire qui est aujourd'hui certes d'actualité, mais qui ne correspond pas évidemment à ce que vous dites quand on se situe dans l'histoire de la migration. Évidemment, je n'ai jamais... Attendez, je n'ai pas... Le sens de mes propos, ce n'est pas surtout de dire que la nécessité d'imposer les visas tient à des questions de sécurité. Surtout pas. La première raison pour tout pays de contrôler les frontières, c'est d'abord la situation économique interne. Ça, pour moi, c'est fondamental. Ce n'est pas un fait de hasard. Si aujourd'hui, on en parlera en deuxième partie de l'émission, aujourd'hui en Europe, l'Allemagne est le tout premier pays qui accueille le plus de réfugiés. Donc vous partagez cet avis qui dit tout à fait. Il faut... c'est la situation je vais parler économique. de la migration choisie. Tout à fait. Et pour moi, toute migration est choisie. Moi, je le dis... Lorsqu'on parle de migration choisie, ça dit que cette migration est sélective. Évidemment, il n'y a pas... Toutes les migrations, il faut qu'on se rende compte. Lorsqu'on va prendre des cerveaux en Afrique, oui, vous pensez que c'est une bonne chose? Je ne dis pas que c'est une bonne chose. Il y a la réalité, ce qui relève du pouvoir des États et leur intention, et puis notre appréciation de cette réalité. Moi, je vous dis, le Canada est le pays qui a ouvertement dit « moi, je choisis mes immigrés », mais regardez autour de vous, il n'y a pas un seul pays qui va comme ça ouvrir les bras pour accueillir des immigrés. À aucun moment, vous allez vous rendre compte qu'à chaque fois, quand il y a des lois qui tendent à réguler l'immigration, l'exposé des motifs, en tout état de cause, je dis, l'intention du législateur est toujours de privilégier une catégorie de la population. Et cette catégorie des arrivants, sont ceux qui peuvent apporter quelque chose. Si je prends, j'arrive, maître, si je prends la migration africaine, oui, nous savons que historiquement, la France a une dette envers l'Afrique. Et si vous voyez ces flux migratoires vers la France, moi je m'exprime en français aujourd'hui. Tout à fait. Donc, j'aurais dû m'exprimer dans mon ethnie en hébreu, mais aujourd'hui je m'exprime en français. C'est parce qu'il y a une traçabilité française en Afrique, en Côte d'Ivoire. Tout à fait. Alors, ma première destination, c'est d'aller où je peux me sentir à l'aise, m'exprimer et projeter, pourquoi pas, une identité. D'où la France. On doit encore me fermer les frontières parce que je vais en France. Mais évidemment. Et la dette? Évidemment, la dette. Maître, donnez-lui la parole, je vais répondre tout à l'heure. Qui brûle d'impatience aussi. Oui, en ce qui concerne le problème de la limitation de l'entrée dans les pays, d'abord, c'est le problème de la délivrance des visas est une décision souveraine. L'État exerce sa souveraineté en admettant que les personnes entrent sur son territoire. Deuxièmement, le fait même de délivrer des passeports à ces ressortissants est déjà une sorte de limitation d'entrer sur son territoire. Parce que si tu n'as pas le passeport français, il te faut avoir le visa. Visa qui est apposé dans ton passeport, qui est un document national de ton pays. Ouais, donc la différence s'est faite déjà. Donc maintenant, il faut gérer le flux migratoire. Ce n'est pas parce que la France a colonisé pratiquement la moitié de la planète qu'elle nous rapporte des frontières. D'ailleurs, même la définition des frontières, la définition d'un État, il faut avoir une population, une armée, il faut avoir des frontières. Donc ça, c'est le territoire. Donc le territoire délimité par des frontières, ça veut dire que
Déjà, fondamentalement, chaque pays est délimité et la population est destinée, dans la Déclaration universelle des droits de l'homme, on dit que chaque personne doit avoir un territoire d'origine d'abord, avant d'aller où que ce soit. Vous voyez? Nous allons faire la transition sur le deuxième point. Il y a l'heure qui avance. Alors, on va parler de la régularisation des migrants en France. La toute première question d'abord, c'est est-ce que les migrants connaissent leurs droits en France? Vous, Monsieur Topa. FOPA, F-O-P-A. Oui, c'est compris. Alors, dites-nous, vous qui gérez des migrants, vous qui êtes responsable associatif, alors est-ce que les migrants que vous gérez, que vous avez, connaissent leurs droits? Alors, déjà, je gère pas les migrants. Il y a aussi la méconnaissance des droits. Tout à fait. Dans un pays d'accueil. Donc, je suis président de l'association internationale Culture sans frontières et nous, on a des permanences à la Maison des Associations du 20e pour recevoir justement ces migrants qui ont besoin d'être régularisés. Déjà, une chose, ce que je disais tout au début, il faut bien comprendre, hein, moi, je ne suis pas contre le fait qu'il n'y ait pas de sécurité et tout ça. Vous avez dit, Maître a dit quelque chose d'essentiel. C'est la gestion de l'immigration qui fait défaut, qui fait que moi, je suis obligé de me lever contre tout ce qui a été fait parce que cette gestion fait défaut. Regardez, vous parlez de la gestion de migrants, comment pour la régularisation. Déjà, quand un migrant arrive, il y a une pénurie de manque de structures, d'accueil, d'information, d'encadrement et d'orientation de l'immigré. Ce qui fait qu'ils peuvent végéter sur le territoire français sans jamais rencontrer quelqu'un qui leur donne une bonne information. Mais on dit celui qui voyage loin ménage sa monture. Mais avant toute initiative, le migrant est censé planifier au moins un voyage. Vous avez dit qu'il est censé, mais l'expérience montre qu'il n'est pas si censé que ça. Quand vous écoutez les récits, le parcours, vous avez dit dans l'introduction de votre émission, Histoire de vie, quand on écoute les histoires, les parcours de ces migrants, on est forcé de constater qu'ils ont juste eu des informations comme ça à la télé ou par des voyages de XY qu'ils ne savent même pas. Ils ne savent même pas, il y en a qui ne savent même pas où se trouve une mairie, ils ne savent pas où se trouve une préfecture. Et c'est notre mission. Ne dites pas que c'est le pays d'accueil qui doit encore faire ce travail. Attention, attendez. Je suis en train de dire le pays d'accueil doit avoir des structures d'accueil, d'encadrement, d'orientation. Il n'y a pas de structure d'accueil de migrants pas suffisamment en France. Il n'y a pas suffisamment. Et les associations comme les nôtres, parce que l'Association internationale Culture sans frontières, c'est un réseau des acteurs de solidarité internationale issus de l'immigration. Et nous sommes très d'union entre tous ces réseaux-là. Et on est confronté à ce manque, n'est-ce pas, de structures. Nous travaillons aussi avec les réseaux d'éducation sans frontières. Okay. Donc, ce que nous demandons, c'est qu'il y a qu'on multiplie dans chaque commune, qu'il y ait beaucoup de structures d'accueil des migrants. Ouais, en introduction, en conclusion, on aura l'occasion d'aborder tous ces points. Alors, maître, oui. Lequel des deux maîtres veut intervenir? Alors, moi, je vais poser une question, peut-être pour rejoindre à ce que vous avez à dire. Comment les migrants sont accueillis et régularisés en France? Bien, il faut déjà faire la différence entre... Parce qu'il y en a plusieurs sortes. Il n'y a pas un immigré ou bien un immigrant type. Il y en a plusieurs sortes. Il y a ceux qui sont nantis, les riches. Avant d'aller... Les migrants nantis. Les migrants nantis qui sont... eux, ils prennent des informations. Dans les ambassades, dans le consulat, il y a les formulaires des informations, ce que tu veux faire, si tu veux créer une entreprise, tout est à la mairie, tout est dans le consulat. Les étudiants aussi, quand ils vont chercher le visa, on leur donne des formulaires qu'ils lisent, comment s'inscrire, où s'inscrire dès qu'il arrive. Donc, lorsqu'il obtient son visa, il sait à quel endroit s'adresser pour s'inscrire. Et puis, il y a ce qu'on peut appeler les migrants économiques. Bon, ceux qui viennent pour des besoins, bon, pour chercher un bien-être, ou qui sont invités ou appelés, envoyés, bon, dont le transport est assuré par les parents, les familles. Ceux-là, ils viennent sans aucune information. Donc,
l'information est donnée à ces personnes de façon informelle. Maintenant, c'est la réalité sur le terrain qui leur dit, bon, par-ci, il faut aller par là. Mais aussi, il faut faire la différence entre les communautés. Il y a des communautés qui sont organisées. Par exemple, la communauté chinoise, il arrive, la personne est accompagnée. Si la personne veut demander l'asile, accompagnée, et puis bon, à l'asile. Si la personne veut une régularisation simple, ordinaire, on l'accompagne. Donc, ça dépend des communautés, de l'organisation des communautés. À ce qui concerne l'État d'accueil, est-ce qu'il y a des structures d'accueil, des structures d'information? Il y a des structures d'information, seulement il faut savoir où les trouver. Vous allez à la mairie, il y a des assistances sociales. Monsieur Topa, qui est responsable associatif. Monsieur Topa. Faut pas. Je vais y arriver. Monsieur Fopa, voilà, qui est responsable associatif, qui nous dit qu'il y a très peu de structures associatives. Qu'en dites-vous? Bon, il a raison de le dire, puisque lui, il est membre d'une association. Donc, bon, si lui n'arrive pas... bien placé pour nous donner encore plus d'informations sur l'accueil même des... Alors, ce que dit Maître, c'est vrai, quand vous arrivez dans une mairie, bon, encore faut-il que l'immigrant puisse aller en mairie, parce que les migrants... Moi, je ne m'adresse pas aux migrants économiques ou aux migrants intellectuels qui passent par les ambassades. Moi, je suis l'homme de la rue. Je m'adresse à un migrant qui me trouve dans la rue et dit, je ne sais pas où se trouve une mairie. Parce que déjà, lui, aller à une mairie, il a peur d'y aller, parce que pour lui, la mairie, ça représente le gendarme et tout ce qui s'ensuit. Donc déjà, il faut l'accompagner. Donc, très vite, dans les mairies, il y a donc des services d'accueil qui donnent des informations. Il y a aujourd'hui les maisons des associations. Nous, on en fait. On est dans une maison des associations. On reçoit le public. Mais encore une fois, OK, mais je redis une fois de plus qu'il faut multiplier ces structures, qu'il faut que nous nous engageons pour pouvoir nous aussi. Parce qu'il y a aussi notre part de responsabilité dans cette affaire. Ok, merci. Maître Alexis, dites-nous comment les migrants sont accueillis en France. Est-ce qu'ils sont bien accueillis en France? Alors, personnellement, je ne saurais répondre de façon aussi péremptoire. Ce que je vais vous donner, je les accompagne, je les suis. Ce que je vais vous donner, c'est aussi un retour d'expérience par rapport à ce que je vois dans mon métier depuis quelques années. Mais avant toute chose, je pense que nous sommes une émission qui va être regardée et je pense que le but aussi pour nous, c'est de donner des conseils. Et le premier conseil que je donne... Au niveau de la troisième partie, on aura l'occasion d'aborder... Ça répond un petit peu à cette question et ça bat un petit peu... je dis, ça, pas que ça contredit, mais ça remet un petit peu en cause. Parce que je dis à tous ceux qui regardent, tous les migrants, à tous les étrangers, n'attendez pas... Vous abordez déjà la troisième partie dans notre émission. D'accord. Bon, dites-nous comment ils sont accueillis en France. Comment est-ce qu'ils sont accueillis en France? Généralement, intégrés en France. Ils sont dans leur communauté. Et là, je rejoins mon confrère. Ils sont dans leur communauté et ils sont accueillis dans les communautés. Très souvent, ils sont dans les communautés. Mais pour ceux qui n'ont pas la chance de bénéficier de ce soutien communautaire, de ce soutien familial, ben, beaucoup errent dans la rue. Et je ne vais pas vous donner le nombre de gardes à vue que j'ai par mois. Ils sont dans la rue parce qu'ils sont sans papier ou ils sont dans la rue parce qu'il n'y a pas d'autre solution? Ils sont dans la rue parce qu'ils sont sans papier, parce qu'ils ne se renseignent pas. Parce que, je le dis, ils ne se renseignent pas parce que c'est vraiment le mot. Quand vous avez un mineur de 16 ans qui arrive, se trouve dans la rue, et n'a pour seule préoccupation que de voler, vous avez envie de lui dire, vous savez qu'en tant que mineur, vous avez le droit de vous renseigner et d'avoir des structures qui peuvent vous accueillir. Donc malheureusement, ce défaut d'information, ce défaut de recherche d'information fait que beaucoup arrivent, non pas un bon accueil, se retrouvent en train de faire ce qui n'est pas souhaitable. Je préfère me retenir là. Donc, pour répondre vraiment à votre question, comment est-ce qu'ils sont accueillis? Il y a des structures, comme m'a dit mon confrère, les structures ne sont pas suffisantes, elles ne le seront jamais. Pourquoi? Prenons le cas des centres d'hébergement d'urgence, par exemple. Oui. Et certains migrants sont obligés d'appeler 2 ou 3 fois pour espérer avoir juste
passer une nuit. Pourquoi? Et pourquoi? Pourquoi? La réponse est Et très des simple. fois, Il n'y a pas. La réponse est très simple. pas de solution. C'est parce qu'il y a un nombre exponentiel de demandes. Plus le temps passe, plus il y a la demande. Pour s'en convaincre, il suffit simplement, vous passez à la porte de la chapelle, vous voyez le nombre de personnes qui s'y retrouvent. Quand on détruit Calais, vous croyez qu'avec la destruction des Calais, les gens quittent immédiatement la France? Mais non. Ils sont envoyés dans des structures en province, mais la plupart tentent de se dissimuler, arrivent à Paris par tous les moyens et se retrouvent à la porte de la chapelle. Donc, ils sont là. Il y a de plus en plus de demandes, mais comme il y a de plus... Il faut savoir que ce centre, ce numéro d'urgence n'est pas uniquement réservé à l'accueil des migrants, il est aussi réservé à l'accueil des Français, des personnes qui vivent en France, qui sont en situation régulière. Donc, pour moi, la réponse simple, c'est qu'il y a de plus en plus de demandes. Comme il y a de plus en plus de demandes, ben, il y a de moins en moins de place. Les rapports de l'Abbé Pierre et d'autres structures sont là pour le témoigner. Et sur ce point que je rejoins M. Fopa, les migrants doivent rechercher des informations et essayer de se renseigner. Merci. Pour éviter ces choses. Juste par rapport au logement, il y a ce qu'ils appellent mise à l'abri. Parce que ça fait partie aussi de mon travail. Mise à l'abri. À quoi consiste la mise à l'abri? C'est un service qui s'appelle SIAO. C'est une plateforme. Mise à l'abri, c'est tous les matins. Toi, tu dois appeler le 115 pour donner. En plus, encore, il faut que tu sois inscrit comme demandeur de logement. Il y a beaucoup de procédures qui font que si tu n'as pas suivi ces procédures, tu ne peux même pas avoir la possibilité d'être inscrit dans ce registre de mise à l'abri. Et la mise à l'abri, c'est un hangar où on va vous parquer là-bas comme des sardines. Et puis, vous n'avez pour raison... Vous avez des preuves palpables de ce que vous dites? Ah ben oui, c'est mon boulot, c'est ce que je fais, c'est mon travail. Il ne s'agit pas, je ne suis pas là en train de dire que rien n'est fait. Je dis, il y a des choses qui sont faites, mais ce n'est pas suffisant. Vu l'afflux migratoire qui arrive, on devrait multiplier des structures d'accueil. En plus de ça... Le pays d'accueil ne peut pas tout recevoir, ne peut pas tout faire. C'est ça la problématique. C'est même pour cette raison, je dis une fois de plus que cette émission est bien arrivée pour sensibiliser et mobiliser tout un chacun d'être dans un registre de militantisme et d'engagement pour la cause de ces migrants, comme disait le maître tout à l'heure, qui est dans la rue, qu'on est obligé de les prendre comme ça. Il y a un SAMU qui circule, qui les ramasse les nuits. Et en plus, si tu n'as pas de papier, c'est encore grave. Vous vous rendez compte? Non, mais voilà, je suis un peu désolé. Oui, effectivement, je voudrais dire que les logements précaires qu'on propose, le numéro 115 ou 115 n'est pas seulement attribué aux immigrés qui arrivent, c'est toute la France, parce que vous vous rendez compte aujourd'hui que, qu'on appelle... la province est vide parce que les terres, les produits ne sont pas achetés à leur juste prix. Donc, il y a des gens qui vendent leurs terres, qui viennent dans la capitale ou dans la région parisienne. Mais ceux-là, ils n'ont pas toujours les moyens. Donc, eux aussi, on s'occupe d'eux. Il y a ceux qui, les clochards qui sont là déjà, dont on s'occupe. Et c'est sur ce nombre-là que viennent se greffer les migrants qui arrivent. Donc, il faut se dire que si ce que les gens sont en train de faire, c'est déjà suffisant, mais nous disons que compte tenu du caractère qu'on appelle précaire et des pays de provenance, parce que c'est généralement la volonté, c'est qui... Voilà. Sur la troisième partie de cette émission, comment mieux accueillir donc ces migrants? Bon, alors, Monsieur Fopa. Voilà, c'est bien. Alors, je disais que l'association internationale étant un réseau, on devait mutualiser nos expériences et nos compétences pour partager des informations les uns et les autres pour accueillir mieux les migrants qui arrivent. Alors, ça se passe... Alors, vous posez la question, comment faire pour les mieux les accueillir. C'est juste ce que je suis en train de dire, d'être dans un esprit de militant et d'engagement. Et aussi, amener les migrants qui arrivent,
qu'ils puissent s'informer sur ses droits et devoirs. Parce que le plus souvent, ils sont plutôt informés sur les droits et pas des devoirs. Et progressivement, les amener aussi à comprendre le processus. Le processus pour obtenir des papiers, déjà s'inscrire dans la mairie où tu es, savoir où se trouvent les services municipaux, les services préfectoraux, s'il vous plaît. Et ça fait partie du travail des militants associatifs. Et c'est ce que nous faisons quand nous organisons, n'est-ce pas, des permanences tous les mercredis à la maison des associations où nous recevons toutes les personnes, tous les usagers. Et quand le maître disait tout à l'heure que les hébergements d'urgence de 115 ne s'adressent pas forcément qu'aux migrants, mais ça s'adresse aussi à ce qu'on appelle les sans domicile fixe et aussi à des personnes âgées, c'est vrai, mais comme on parle, comme l'émission est adressée, n'est-ce pas, aux flux migratoires, on remarque que cela, c'est vraiment ça. Comment, j'espère? Non, mais bien sûr. Sur le plan professionnel, qu'est-ce qu'on peut retenir? Qu'est-ce qu'on peut faire pour ces migrants qui arrivent sans emploi? Alors, oui, allez-y, confrère, je vous laisse. Bon, pour les migrants qui arrivent... Très bref, nous avons juste 5 minutes D'accord. pour terminer l'émission. Pour les migrants qui arrivent sans emploi, parce que généralement, il faut se dire que lorsqu'ils arrivent, c'est comme un coup de poing qu'on leur donne lorsqu'on leur dit ici que bon, il faut avoir une carte de séjour. Les gens n'ont jamais entendu parler de carte de séjour, alors qu'ils viennent dans un pays de droit et on leur dit que bon, il faut avoir une carte de séjour pour travailler. Donc, déjà, c'est un choc. Il appartient déjà à la famille qui l'accueille de lui dire ce qu'il a lieu de faire. Pour aller à la préfecture, on n'a pas besoin de faire déjà 10 ans. Donc vous arrivez, vous pouvez partir déjà à la préfecture, vous demandez, il appartient à la préfecture de vous dire que bon, ben, votre arrivée est très récente, donc bon, voilà, vous ne pouvez pas, on ne peut pas vous régulariser. À ce moment, vous vous préparez, on vous donne au moins... Merci, Maître Alexis, vous avez ça participe d'abord de ce que j'appelle... Le dernier mot, juste en quelques... Oui, il faut réussir sa migration. Et pour réussir sa migration, il faut la préparer. On prépare son départ depuis le pays d'où on part. Si je pars de chez moi pour aller dans ce pays, je commence à partir de chez moi à me renseigner sur comment fonctionne ce pays. Et quand on y arrive, on continue dans les informations. Et je dis surtout, pour terminer sur ce point, n'hésitez pas, les migrants, vous avez des permanences et des avocats, des structures, des avocats qui vous conseillent gratuitement. Vous prenez des rendez-vous avec des mairies, avec toutes ces structures-là, renseignez-vous. Ne venez pas, comme je le vois malheureusement très souvent, voir un avocat quand il est trop tard. Il y a moyen de vous aider avant même que les décisions du préfectoral vous refusant la régularisation ne tombent. Et juste pour terminer oui, là-dessus, un petit mot là-dessus, c'est quand nous recevons un migrant qui n'a pas de travail et qui n'a pas de travail, qui n'a pas de métier, la première chose c'est, parce qu'ils disent, on vient se chercher. Oui. La première chose c'est, qu'est-ce que tu sais faire? En quelques secondes. Voilà. Est-ce que vous savez faire quelque chose? Si tant est qu'il sait faire quelque chose, on va l'orienter à des dispositifs qui existent pour accueillir ceux qui savent faire quelque chose, mais qui n'ont pas de formation, qu'on les accompagne à se former et après, on peut leur trouver quelque chose. Merci d'être venu débattre avec nous et à bientôt. Merci de nous avoir invités. Bonne journée. Merci. Pour toutes vos stratégies de communication, vos manifestations politiques et culturelles, vos conférences et séminaires de formation, pour toutes vos cérémonies de mariage et de baptême, vous avez désormais une adresse professionnelle. L'agence Glouzilet au 26 avenue Henri Barbus, 93 000 Bobigny.
Un studio high-tech de 49 mètres carrés est mis à votre disposition avec du matériel moderne de production et de post-production. L'agence Glouzilet dispose également de 2 supports de communication sur Internet, bzd-tv.com et glouziletnews.com. Pour plus d'informations, vous pouvez nous joindre au 09 19 588 881, 06 30 768 600, 06 65 381 367.